Vous vous souvenez sûrement de tous ces articles qui parlaient d'un certain Navalny, considéré pour certains comme l'opposant numéro 1 de Vladimir Poutine et pour d'autres comme une marionnette de Washington. Alors aujourd'hui nous allons voir l'histoire complète de ce personnage très controversé en Russie comme ailleurs, Alexei Anatolievitch Navalny. Né le 4 juin 1976 à Boutine, dans l'oblast de Moscou, à l'époque c'était encore l'URSS, il est né d'une famille de bonne situation, ce qui lui permettra d'avoir de bonnes études, mais aussi des postes intéressants plus rapidement par la suite. Il a un frère Oleg qui reviendra plus tard dans l'histoire. Sa situation familiale depuis, il a une femme, Yulia, qui est assez connue quand même en Russie, et deux enfants, une fille, Daria, et un fils, Zakhar, ou Zakhar en français. Il est diplômé de droit et de finance dans deux universités moscovites en 98 et en 2001. Il fera différents boulots et commencera un blog, ce qui lui vaudra une certaine visibilité et surtout d'être plus connu par la suite pour le grand public. L'idéologie de Navalny, quelque chose qu'on oublie assez régulièrement. C'est un ultra-nationaliste russe qui a participé à différentes manifestations qui seraient totalement interdites par exemple en France. Pour vous donner son idéologie qui est un petit peu extrémiste, vous allez le comprendre, je vous invite à regarder cette vidéo qu'il avait tournée sur son propre blog où il parle d'exterminer une certaine population telle des cafards. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о борьбе с насекомыми. Никто из нас не застрахован от того, что в наш дом заползет таракан. Фу, ну или в форточку залетит муха. Все мы знаем, что от мух отлично помогает мухобойка, а от тараканов тапка. Но что делать, если таракан окажется слишком велик, а муха не в меру агрессивна? Ну а в этом случае я рекомендую пистолет. Dès 2004, il entre dans le parti politique Yabloko, ce qui signifie littéralement pomme. C'est un parti qui existe toujours et qui représentait à l'époque entre 4 et 6% des intentions de vote. C'était environ le 3-4e parti politique de Russie. Désormais, ils oscillent entre 1 et 2%. En 2006, il co-crée le mouvement DA, un mouvement pour la jeunesse, ce qui lui a permis, en plus de son blog, à entrer dans l'environnement politique de la Russie et de se faire remarquer surtout. En 2007, il est viré du parti Yabloko pour, je cite, avoir causé des dommages politiques au parti. En réalité, il était trop extrême dans son côté nationaliste. En même temps, demander à exterminer des populations et de prendre part à des manifestations où il y a des saluts nazis, c'est pas très orthodoxe. Pour autant, en 2009, il devient conseiller du gouverneur de l'oblast de Kirov, Nikita Bely, du parti de l'Union des forces de droite. Et c'est pendant toutes ces périodes que je viens de vous indiquer que l'ingérence étrangère entre en jeu, en particulier américaine, mais aussi un peu moins connue, britannique. Il est repéré par quelqu'un de connu qui était une superstar déjà à l'époque en Russie, mais qui est tombé en disgrâce parce qu'il est considéré, à tort ou à raison, plutôt à raison, comme une marionnette de Washington, l'ancien maître des échecs Garry Kasparov. Il conseille aux Américains de s'intéresser à ce jeune Russe. C'est pour ça qu'en 2009, il part gratuitement, étrangement, à l'université américaine de Yale dans le programme Yale World Fellow, qui selon la brochure est un programme de bourse pour les leaders mondiaux en devenir. Bon, il faut être aveugle, couplé d'un QI à un chiffre pour ne pas comprendre la signification, surtout du financement du gouvernement américain pour ce type de programme. Cette même année, le quotidien économique russe Vedomosti, créé par ailleurs par le Financial Times, le Wall Street Journal et un groupe de presse finlandais, Sanoma, lui attribue le titre de personnalité de l'année. Encore étrange, hein. Par ailleurs, le journal, comme d'autres, continue toujours d'exister en Russie. Il n'y a qu'en Union Européenne qu'il y a une censure massive des médias, en particulier russes. Hein. Je vous rappelle RT, Sputnik, et plus récemment de simples canaux Telegram tenus par des particuliers, alors qu'il y a toujours des correspondants ou des journalistes de médias français, par exemple, qui sont en Russie. Comme par ailleurs, l'un des correspondants du groupe TF1 en Russie, qui a même pu poser une question à Poutine cette année. En 2011, il lance sa propre fondation anticorruption, qui sera qualifiée en 2019 d'agent de l'étranger. Une appellation pour définir tout média dont les fonds proviennent de l'étranger, comme le nom l'indique. Tout média avec cette appellation devra le signaler dans leur contenu, afin de montrer aux lecteurs qui comprendront d'où vient l'argent. En 2012, quelque chose qui m'aura toujours étonné, il siège au conseil d'administration de la plus grande compagnie aérienne russe,
Aeroflot. Alors être au conseil d'administration d'une entreprise cotée à la bourse de Moscou, c'est un sacré poste, qui montre bien que le gouvernement russe, dont Vladimir Poutine venait de reprendre la présidence après Dmitri Medvedev, en fait, laisse leurs opposants tranquilles, vivre normalement. 2013, il est candidat à la mairie de Moscou, où il finit deuxième, derrière l'excellent et très aimé Sergueï Sobielin. Navalny aura des ennuis avec la justice par la suite à cause de financements venant de l'étranger comme par hasard. Peut-être s'est-il senti pousser des ailes soutenu par l'Occident, mais en 2013, c'est là que les ennuis commencent. La première d'une longue série, l'affaire Kirovles, où il est accusé de détournement de fonds d'une entreprise spécialisée dans le bois. Pour vous dérouler le déroulement de l'affaire, en première instance, le procureur propose 6 ans de prison ferme, le juge propose 5 ans de prison ferme, après il fait appel et il a 5 ans avec sursis, où il est, ce qui est logique, assigné à résidence et peut tout de même se promener dans Moscou. Et après on dit que Poutine est méchant avec ses opposants. Et ça ne s'arrête pas là. Il est placé en résidence surveillée car il sort de la capitale. Quand même, il faut le faire. Hein. D'ailleurs, ce qui signifie qu'il n'était pas vraiment surveillé avant. Puis il est condamné pour diffamation à l'encontre d'un député. Une petite condamnation qui n'a aucun impact, hormis un petit peu financier. Alors, petit point supplémentaire sur son point de vue politique. Tout d'abord, je vous rappelle qu'il y a eu la guerre de Géorgie en 2008 entre la Russie et la Géorgie. La Géorgie avait commencé en tuant un soldat russe de maintien de la paix, qui a continué à faire la guerre, et il y a eu des régions séparatistes, celles d'Ossétie du Sud et d'Abkhazie, qui ont pris leur indépendance. Les velléités d'indépendance, comme dans beaucoup de territoires de l'ex-URSS, ont commencé à la chute de l'Union, en particulier la Transnistrie, en Moldavie, les 2 régions que je viens de vous citer en Géorgie, ainsi que d'autres comme la Crimée, le Haut-Karabakh et d'autres régions en Asie centrale. Eh bien ce cher Navalny était totalement pour. Il était même beaucoup plus extrême en réalité que le gouvernement russe, où il voulait continuer à faire la guerre et d'aider massivement les régions séparatistes, les reconnaître, etc. Alors que les Occidentaux tiennent un discours totalement opposé, il n'a jamais changé d'avis sur ce sujet. En même temps, vu comment il déteste les Caucasiens, je vous rappelle la vidéo des cafards. Mais aussi, il veut surtout que la Crimée rejoigne absolument la Russie, comme par ailleurs quasiment l'intégralité de la population russe. Trouvez-moi un sujet dans n'importe quel pays où plus de 90% de la population est d'accord. Bon courage. Il souhaite se présenter à la présidentielle de 2018, mais du fait de ses différentes condamnations, en particulier Kirovles, il ne peut pas. Logique, il purge encore sa peine. Un sondage du centre Levada, pour les mauvaises langues, le centre est qualifié d'agent de l'étranger parce que l'argent vient de l'Ouest. Donc ce sondage en mai 2017, où dans les questions, Navalny était proposé comme candidat à l'élection présidentielle de 2018, le résultat est tombé. 56% pour Vladimir Poutine et 2% pour Navalny. Sacré opposant. À la suite des résultats, il a demandé à tout le monde de manifester dans les rues. Résultat, 1500 manifestants. 1500, c'est rien. Sacré opposant. Parlons désormais du fameux empoisonnement. En août 2020, il se retrouve dans le coma suite à un possible empoisonnement. Pourquoi possible? Car tout simplement, les Russes ont fait des tests et n'ont rien vu. Et les Occidentaux ont vu quelque chose quand Navalny a été envoyé en Allemagne suite à la demande de Berlin, de l'Union Européenne, des États-Unis, bon, de l'Occident en règle générale. Et ces mêmes Occidentaux ont interdit aux Russes de participer à l'enquête. Sincèrement, si les Russes auraient voulu le tuer, il serait mort ce jour-là. Et en plus de ça, il ne l'aurait jamais envoyé en Allemagne. Il se rétablit, et du fait de son affaire pénale avec son frère Oleg, encore une affaire d'escroquerie, ce ne sera pas la première, ce ne sera pas la dernière. Les 2 frères sont accusés de surfacturation par l'entreprise Ivroché Vostok. Il doit être jugé, mais se trouve être en Allemagne, forcément pour sa convalescence. Il décide quand même de revenir en Russie, sachant que les autorités russes lui ont bien rappelé qu'il sera arrêté pour son jugement dans l'affaire. Il arrive, et bien évidemment, est arrêté. À ce moment-là, la célèbre vidéo sur le fameux palais de Poutine sort. Je vous recommande le magnifique débunkage de Xavier Moreau qui a fait une belle vidéo qui montre que certains arguments sont totalement fallacieux, hors contexte, et des fois qui ne sont même pas des arguments, qui suffit juste d'avoir un cours d'économie basique pour quelqu'un qui sort de Yale, ça la fout mal, pour comprendre que c'est des conneries. Il y a même de fortes traces de mauvaises traductions de l'anglais. Étrange. Le palais appartient à un milliardaire russe qui est en train de le construire comme un hôtel de luxe. C'est un peu comme le fameux yacht de Poutine. Il est condamné à 3 ans et demi de prison ferme cette fois-ci. Et oui, il y a eu des manifestations en Russie. Environ 100 000 personnes. Ce qui n'est rien dans un pays qui est 2 fois plus peuplé que la France, et où, par exemple, le mouvement des Gilets jaunes a représenté environ 3 millions de personnes au total, avec un pic journalier entre 300 000 et 1,3 million de personnes.
Bon, je vous laisse faire le calcul. Forcément qu'il a des soutiens, il ne serait pas soutenu par les Américains s'il était un illustre inconnu. Pour démontrer son soutien infime de la population russe, je vous reprends le centre Levada, notre très cher agent de l'étranger dont l'argent vient de l'Occident. En mai 2021, au pic de popularité de Navalny à l'époque où il est emprisonné, il représente, roulement de tambour, 2%. Ouais. Attention, 5% à Moscou. En même temps, Moscou-Saint-Pétersbourg, c'est l'endroit où il y a le plus de ce type de personnes qu'on appelle libéraux. Et il serait dans ce cas le 4e candidat le plus populaire d'une élection présidentielle s'il se présentait, derrière les communistes de Zyuganov et les nationalistes du défunt Zhirinovsky et de Vladimir Poutine, bien évidemment. Pourquoi une telle différence entre les propos entendus en Occident et la réalité sur le terrain? Justement, l'Occident ne veut pas montrer la réalité sur le terrain et il y a un manque cruel de connaissances et d'objectivité. Je le vois bien même sur place à Moscou, où en fait, il n'a jamais eu vraiment énormément de fans. La lutte pour la corruption qui était endémique il y a à peine plus de 20 ans est bien pour les Russes, alors qu'elle a été diamétralement détruite depuis 2000. Mais Navalny, non. Trop extrême, pas assez réaliste, vendu de l'Occident, ce sont les propos qu'on entend. Même parmi la jeunesse qui est plus friande de ce genre d'informations et de ce genre de personnages. Et on le voit bien à travers le temps, plus de la moitié des Russes ne l'approuvent pas et une minorité approuve ses actions. Même à l'époque où il était le plus populaire. D'ailleurs, une interview de lui par Ksenia Sobchak, qui était candidate à l'élection présidentielle en 2018, a fait le tour de la Russie. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, elle posait des questions à Navalny et lui-même ne savait pas quoi répondre dans les choses concrètes. Oui, il faut baisser les taxes, oui, il faut aider les plus pauvres, mais où on trouve l'argent? Et les gens ont compris que ce n'était pas un vrai candidat. C'était quelqu'un qui était là pour faire de la pub, pour gueuler, pour critiquer, mais sans amener réellement quelque chose de concret derrière. Et ce qui est une preuve encore plus pour les Russes que c'est une marionnette. Il purge sa peine qui s'alourdit pour d'autres affaires. Fraude au pluriel, outrage, escroquerie, extrémisme, et j'en passe. Il est bien évidemment en 2022 contre l'opération militaire spéciale. Alors non pas parce que l'Ukraine est un magnifique pays incroyable, mais pour, je cite, « Poutine le fait pour qu'on ne parle pas des problèmes en interne ». Vous imaginez? Il y a une sacrée différence entre ce qu'on entend en Occident et la réalité de ses propos. D'ailleurs, il a un peu changé ses propos depuis qu'il est allé à Yale en 2009 aux États-Unis, mais il a toujours considéré l'Ukraine, la Biélorussie et la Russie comme un seul pays. Entre-temps, sa famille se trouve en Allemagne. D'ailleurs, ont une vie plutôt de luxe, il faut le dire. Par exemple, sa fille part étudier à Stanford. 20 000 $ le trimestre. On se demande d'où ils prennent tout cet argent. D'ailleurs, je tiens à vous rappeler une petite vidéo qui a été filmée discrètement d'un soutien de Navalny et aussi d'un agent du MI6 où le soutien de Navalny, qui est l'un de ses proches, demande entre 10 et 20 millions de dollars pour soutenir le mouvement en Russie. Quelle ingérence, c'est normal de demander 10-20 millions de dollars, non? Et vient le 16 février 2024, le jour où il décède en prison. Évidemment, tous les Occidentaux se sont empressés de dire blablabla, Poutine, c'est lui qui l'a tué, c'est lui le méchant. Alors pour faire des jugements hâtifs, alors qu'il n'y a aucune analyse médico-légale encore faite à ce moment-là, il y a du monde. Par contre, pour faire des enquêtes sur Nord Stream, il n'y a personne. On interdit un peu les Russes de venir aussi au passage, où différentes enquêtes se sont terminées, où Gonzalo Lira, journaliste américain, serait mort, selon les informations officielles, d'un problème de santé, alors qu'il a été torturé dans les geôles de l'Ukraine pour avoir fait son boulot de journaliste. On a Assange, on a Snowden, on a d'autres mouvements, d'autres personnalités. On s'empresse de dire des choses alors qu'on n'a aucune information. Dans tous les cas, l'information russe, dans tous les cas, ne va pas leur suffire. C'est certain. Les Russes évoquent des problèmes de santé. Les thèses actuelles, je vous partagerai le reste sur Telegram. N'hésitez pas à rejoindre. Donc la thèse médicale serait un caillot de sang. Il avait fait une greffe de la faim, il y avait eu cette histoire de coma. Il avait quand même des problèmes de santé qui pouvaient apparaître. Zelensky d'ailleurs, qui était à Munich pour la conférence sur la sécurité, il a piqué une crise de jalousie. Ce qui était drôle, il a presque dit mot pour mot la même phrase de Navalny en 2022. Poutine le fait pour qu'on ne parle pas des problèmes internes. Justement, Poutine, quels seraient les intérêts pour que Navalny décède ? Sachant qu'il représentait maximum 2% des intentions de vote, sachant que Navalny, plus personne n'en parlait, partout dans le monde, y compris en Russie depuis des années, et à un mois des élections présidentielles. Il n'y a littéralement aucun intérêt pour le gouvernement russe de tuer quelqu'un qui est en prison pour des affaires d'escroquerie. Or que pour autant, s'il se mettait à parler, les Occidentaux auraient justement beaucoup plus intérêt que Navalny se taise. Définitivement ou non.
justement pour tous les réseaux, pour tous les collabos qui étaient derrière, qui fonctionnaient, pour savoir comment fonctionnait l'argent qui était donné, parce qu'il n'y a pas que la Russie qui a une ingérence américaine, j'ai envie de dire, tous les pays du monde ont une ingérence. Alors entre escroquerie, ingérence étrangère, financement louche et tentative de prise de pouvoir, voici la vraie vie d'Alexeï Navalny. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner et de rejoindre Telegram. Et en attendant, on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo sur la vraie vie en Russie. Paka paka.